Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mardi 22 novembre. Acheter un bien, c'est compliqué en ce moment, mais trouver une location s'avère tout autant difficile. Une hausse des demandes en cette fin d'année a été constatée. On fera le point dans cette édition. Les ménages français ont mal au portefeuille, alors quand il s'agit des cadeaux de Noël, certains se tournent vers la seconde main. Bourses aux jouets et autres brocantes sont alors une mine d'or. Jules Simoutre, fabricant de stylos en bois, se lance dans une autre activité, la production de stylos à partir de plastique recyclé. Vous pourrez découvrir son travail dans quelques minutes. La météo de demain sera très nuageuse, le matin avec 3 à 4 degrés. L'après-midi, le temps sera également perturbé avec beaucoup de pluie et des températures allant jusqu'à 10 degrés. Les débats autour du projet de loi finance 2023 continuent et l'un des amendements fait réagir un maire du secteur. Il s'agit de la potentielle suppression du financement de l'État pour l'apprentissage dans la fonction publique. C'est le maire de Talange et ancien sénateur de Moselle, Patrick Abad, qui répondra à nos questions sur ce sujet. Il nous rejoindra en visio dans quelques minutes. Mais avant, on développe les titres. Ce 22 novembre marque le démarrage de la campagne hivernale des Restos du Cœur. Il s'agit de la 38e édition qui se déroule dans un contexte de crise sans précédent, notamment avec l'inflation des prix alimentaires. Une année pleine d'incertitudes qui souligne encore plus l'importance des bénévoles des Restos du Cœur et d'autres organisations solidaires qui sont très présentes sur notre département. L'année dernière, la campagne d'hiver avait vu 142 millions de repas distribués par 70 000 bénévoles dans l'Hexagone. Au total, plus d'1 million de personnes avaient été accueillis. Et ce mardi, magistrats, avocats ou encore greffiers se sont mobilisés partout en France pour protester contre une justice au rabais. À Metz, cette mobilisation s'est concrétisée avec plusieurs services du tribunal en grève. Une grève qui intervient un an après, souvenez-vous, de cette tribune signée par 3000 acteurs de la justice, alertant sur la perte de sens de l'institution. Conditions de travail, rémunération. Benoît Honig, greffier au palais de justice de Metz et conseiller syndical à l'UNSA, revient sur les raisons de cette mobilisation. Moi, ça fait 12 ans que je suis au ministère de la Justice. Moi, j'ai vu les conditions clairement se dégrader. Se dégrader tant sur l'apport en fourniture, tant sur les logiciels, même si on nous lance des nouveaux applicatifs. Le problème, c'est toujours des applicatifs qu'on additionne. Il y a un moment donné, il faut refaire un outil, une efficacité, peut-être s'inspirer de certaines grandes entreprises privées, comment gérer... Comment communiquer à nouveau, mettre de l'argent. On attend Portalis avec impatience, mais un Portalis qui fonctionne, un logiciel pénal qui fonctionne. On a encore beaucoup de difficultés avec nos logiciels et surtout la numérisation à 100%, mais avec des moyens qui sont en adéquation avec les attentes. Il faut dire que la justice, elle est quand même à la traîne au niveau informatique. Il va falloir remettre le paquet, repenser les procédures pour pouvoir être plus efficace et rendre un meilleur service public auprès du justiciable. Et aussi, en parallèle, reconnaître les compétences du greffier. Le greffier, c'est souvent le grand oublié des professions de droit. On ne le cite jamais alors qu'il est au cœur de la machine, c'est lui qui rend aussi les décisions de justice auprès du magistrat. Donc là, il y a une vraie revendication auprès de l'administration pour passer le corps de greffier en catégorie A, sans condition, comme l'ont fait ailleurs les conseillers d'insertion et de probation à la pénitentiaire. Et à noter que les greffiers attendent une réforme en octobre 2023 leur permettant d'avoir une meilleure rémunération. Habituellement, le mois de novembre est plutôt calme pour les demandes de location immobilière car les étudiants ont trouvé leur logement. Mais cette année, le marché est toujours très tendu et c'est une vraie galère pour trouver chaussures à son pied. Les explications dans ce reportage. Bonjour. Je viens pour la visite. Ouais, très bien. C'est parti, alors on va visiter l'appartement. Depuis quelques semaines, Marine est à la recherche d'un appartement à louer pour son papa. Et grâce à cette agence, elle a enfin trouvé la perle rare. On cherche un appartement avec un ascenseur, dans le quartier avec des commerces tout proches, et puis un petit extérieur, un balcon ou une petite terrasse, avec une cuisine et une salle de bain bien équipées. J'ai vu aucune autre annonce équivalente.
Soit il y avait un ascenseur mais il n'y avait pas de cuisine et il n'y avait pas de douche équipée, soit l'appartement était très bien mais il y avait des étages à monter, ou alors c'était un petit peu plus loin dans le quartier avec pas de commerce. Mais pour tout remplir sur la grille, effectivement, je pense qu'on a eu un petit peu de chance. De la chance, c'est en effet l'ingrédient secret pour trouver son bonheur dans l'immobilier, car depuis plusieurs semaines, louer un appartement ou une maison est devenu un vrai chemin de croix. La raison, le peu de biens immobiliers sur le marché. Malheureusement, il y a très peu de biens en location actuellement, car dès qu'on en rentre un, il part immédiatement, quasiment comme celui qu'on vient de visiter. Et donc pour les personnes, ça peut prendre effectivement plusieurs mois pour trouver un bien qui leur correspond. Autre raison, les achats se font aussi plus rares. Il y a beaucoup de personnes qui visitent en location qui souhaitaient auparavant acheter et qui n'ont malheureusement plus la possibilité en ce moment d'acheter et donc qui se retournent vers la location. Et idem pour ceux qui souhaitaient peut-être déménager en location, ne peuvent plus aussi déménager et c'est pour ça qu'actuellement on a peu de biens aussi à louer. Les gens préfèrent rester chez eux plutôt que de prendre le risque de déménager ou de ne pas trouver un nouvel appartement à acheter. Un concours de circonstances qui pourrait expliquer le peu de biens disponibles sur le marché en ce moment. Par exemple, dans cette agence, il ne reste que 2 biens disponibles à la location. Quelques changements sont prévus pour l'assurance chômage. La durée de l'indemnisation va baisser de 25% dès le 1er février pour les nouveaux chômeurs avec un plancher minimal de 6 mois. C'est une mesure annoncée par le ministre du Travail qui sera donc modulable en fonction du taux de chômage. S'il est inférieur à 9% ou en baisse depuis 3 trimestres, la réduction de 25% s'appliquera. Par exemple, un chômeur n'aura droit qu'à 9 mois d'indemnisation contre 12 dans le système actuel. En revanche, si la barre des 9% est franchie, la durée ne sera pas changée. Une décision du gouvernement qui souhaite répondre aux difficultés de recrutement des entreprises avec 100 000 à 150 000 retours à l'emploi en 2023. Bien sûr, c'est une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein des syndicats. Le portefeuille des Français est mis à mal et à l'approche des fêtes de fin d'année, tous les bons plans sont bons à prendre pour faire plaisir sans se ruiner. La seconde main est donc l'une des voies choisies par certains foyers pour acheter leurs cadeaux. Regardez. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, vous rentrez dans le magasin, hop, 1 €, vous avez un petit Playmobil, le gosse il est content. Voilà. Après vous venez là-bas, vous avez des camions tout neufs, voilà, des camions ici, voilà, c'est 5 €. Au jour d'aujourd'hui, 5 €, il n'y a plus beaucoup de jouets à 5 €. Voilà. Les jouets d'occasion, Kevin en a fait son affaire. Depuis 4 ans, il achète et revend toutes sortes de pièces, Playmobil, figurines, voitures miniatures ou cartes Pokémon. Tout ce qui fait le bonheur des enfants et de leurs parents. Et ce qu'il constate, c'est que la seconde main a de plus en plus la cote. J'ai de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément les moyens qui viennent. Et j'ai aussi des gens qui ont les moyens, mais qui viennent aussi. Parce qu'il y a des jouets, pendant 2 semaines, ils vont jouer avec et ils vont changer. Ils vont passer sur autre chose. Donc, au lieu d'acheter un jouet à, je ne sais pas, 50, 60, 80 € et qu'ils achètent la même chose à 10 ou 20 €, ben, ça fera moins mal au portefeuille s'ils jouent que 2 semaines avec. Mais cette année, avec la flambée des prix, pas facile pour Kevin de trouver des jouets à prix raisonnable. Les personnes qui ont des jouets, eux, ils se disent ça augmente au magasin. Donc moi, même si c'est de l'occasion, je vais l'augmenter. Mais moi, mon concept, c'est de rester à petit prix. Donc si j'achète plus cher, forcément, il faut que j'augmente. Moi, ce n'est pas mon but. Donc c'est ça la difficulté cette année, c'est de trouver vraiment des bonnes affaires, des petits prix pour vendre à petit prix. Sa boutique n'en reste pas moins remplie de bons plans pour les clients qui souhaiteraient trouver de bonnes affaires. Autre solution, se rendre dans les bourses aux jouets. Lors de ces événements, vous trouverez aussi de nombreuses idées cadeaux à bas coût. Valérie, par exemple, a préféré acheter d'occasion plutôt que du neuf, car c'est déjà trop cher par rapport à la vie actuelle. Et puis ces jeux-là, tant qu'ils sont de bonne occasion, c'est intéressant pour les gens qui les vendent et pour les parents qui les utilisent et les enfants surtout. Que l'on souhaite chiner ses cadeaux soi-même ou que l'on préfère bénéficier des conseils d'un passionné de jouets en boutique, toutes les occasions sont bonnes pour remplir la hotte du Père Noël sans se ruiner. Et si vous n'avez pas d'idée de cadeau, pourquoi ne pas offrir un stylo, ceux du fabricant Jules Simoutre? Une nouvelle page s'écrit pour ce stylotier mosellan. Ce mercredi, il lance un nouveau modèle de stylo fabriqué à l'aide de plastique recyclé. D'où lui est venue cette idée? Comment les fabrique-t-il? Réponse dans ce reportage à Moulins-les-Metz avec Camille Arnaud et Jean Milon.
Donc déjà, dans un premier temps, on va venir récupérer une bouteille dans la nature. On va enlever tout ce qui est étiquette, autocollant. Et ensuite, on vient le mettre dans le broyeur. On va faire broyer la bouteille pour obtenir des copeaux de plastique qu'on fera ensuite fondre. Des stylos 100% en plastique. Après le bois, c'est vers un tout autre matériau que s'est tourné Jules. Une fois la bouteille déchiquetée, place à la fonte. Donc on vient les mettre dans le moule. Et ensuite, ça sera chauffé à une certaine température pour obtenir une pâte malléable qu'on pourra ensuite presser dans la 3e étape. Et pour évacuer l'air et le mettre en forme, Jules utilise une presse. Résultat, un bloc rectangulaire comme ici. Viennent ensuite le découpage, le perçage, le tournage et l'assemblage. En tout, comptez 3 heures pour fabriquer de bout en bout ce stylo made in Moselle. C'est une de plus que pour la version bois. Donc à la fin, ça donne des stylos, différents stylos. Donc on va avoir des stylos billes, des stylos plumes, des rollers. Et donc à chaque fois avec des modèles très uniques parce que le plastique, c'est comme le bois, c'est assez imprévisible. Et donc on peut avoir différentes couleurs, différentes formes, différentes nervures, ce que j'appelle nervures dans le bois, mais qui se retrouvent aussi dans le plastique. Pour un seul stylo, il aura fallu à Jules 10 bouteilles en plastique. Le jeune Mosellan a travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour développer cette nouvelle gamme. Le fruit d'une longue réflexion. Pendant 4 ans, comme je vous l'ai dit, je travaillais le bois. Et donc j'allais récupérer ce bois bien souvent en forêt avec des personnes qui ont des vergers. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de plastique qui traînait, comme partout d'ailleurs, mais notamment en forêt. Et je me suis dit, il serait intéressant de pouvoir le valoriser, d'en faire quelque chose. Dès ce mercredi, 100 pièces uniques seront disponibles à la vente dans sa boutique à Moulins-les-Metz. Leur prix à partir de 60 €. Et on s'intéresse maintenant à l'économie du territoire, c'est notre rubrique du jour. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Depuis un siècle, le groupe Uber équipe les professionnels de l'automobile et des poids lourds en pièces détachées. Au fil des décennies, l'entreprise familiale a su prendre les virages technologiques successifs pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Avec sa vingtaine de points de vente dans la grande région, le groupe centenaire avance avec confiance malgré la mutation du secteur automobile. Reportage. Fondé à Metz en 1922, le groupe Uber fête ses 100 ans. De génération en génération, cette entreprise spécialisée dans la vente de pièces automobiles n'a cessé de se réinventer. C'était l'activité qu'a créée mon arrière-grand-père, principalement de garage et de réparation au départ. Et sous l'impulsion de mon père, dans les années 50-60, nous sommes venus au commerce et à la distribution de pièces en tant que grossiste. La grosse diversification pour nous s'est opérée dans les années 80. Puisqu'en fait, on a mis un pied dans la fourniture industrielle. Avec ce virage vers l'industrie, l'entreprise familiale a gonflé son carnet de commandes. Pour 2022, le groupe Mosellan devrait réaliser un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. On touche aussi bien le particulier, mais beaucoup les entreprises de la région. Donc on travaille beaucoup avec la centrale de Cattenom, les grosses sociétés Sarstal, Arscométal. On leur fournit aussi bien de l'hydraulique, du flexible, que le pays, l'outillage et tout ce qui est électroportatif. Après, on découle toutes les petites sociétés qui sont autour, qui font de la maintenance chez eux. Voilà, donc on touche à peu près tout le monde au niveau de la Lorraine. À la pointe auprès des industriels, la société réalise toujours les 2/3 de son chiffre d'affaires avec l'automobile, un secteur en pleine mutation, à marche forcée vers l'électrique. Moi j'ai 25 ans d'expérience dans l'entreprise familiale et j'ai connu une époque à la fin des années 90 où l'échappement était la première ligne de produits. On n'en vend quasiment plus. On a su faire face à cette disparition d'une gamme de produits et puis on l'a remplacé par d'autres. Donc je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'on saura opérer la même chose. On connaît les enjeux de demain, on y va tranquillement, on sait s'adapter. Adossé à la centrale d'achat autodistribution et fort d'une expertise centenaire, l'arrière-petit-fils de Michel Hubert entrevoit l'avenir sereinement. Le groupe compte une vingtaine de points de vente en Lorraine et au Luxembourg et emploie 380 salariés.
Souvenez-vous, les citoyens de Montigny-lès-Metz devaient voter pour 3 projets sur 9 proposés par la municipalité jusqu'à fin octobre. Désormais, les lauréats sont connus pour 2023. 6 projets d'aménagement de la commune, donc comme l'installation de points d'eau dans 3 parcs urbains, le réaménagement de la place des Vacons, l'installation de nouveaux arceaux à vélo devant les écoles ou encore l'amélioration de la sécurité au croisement rue Albert Bosch. Le tout pour une enveloppe totale de 100 000 €. Donc 6 projets qui verront sûrement le jour en 2023. Qualifié dans la douleur pour les 32e de finale de la Coupe de France au détriment du SAS Épinal, le FC Metz connaît le nom de son prochain adversaire. L'équipe de Laszlo Bologna a tiré le gros lot ce lundi soir lors du tirage au sort. Les Grenats se déplaceront dans le Rhône pour y affronter l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, l'un des cadors de Ligue 1. Pensionnaire de Régional 1, l'ES Villerupt-Til aura, lui, l'avantage de recevoir le FC Annecy de Vincent Pajot, club de Ligue 2. Un sacré coup de projecteur pour les hommes de Jérémy Deschelbauer, qui rêvent de réaliser un exploit monumental. Les rencontres auront lieu le week-end du 7 et 8 janvier. Après Oslo et Wittenbourg, arrêt à Amnéville pour les skieurs inscrits à la FIS Master Cup. Pour la 3e fois, le complexe Snow World a accueilli l'une des étapes de cette compétition de ski. Plus de 100 athlètes sont venus slalomer sur cette piste indoor. Retour en images avec Colline L'Expert. Une piste de 600 mètres de long et une quarantaine de portes, voilà à quoi se sont frottés les 115 skieurs de plus de 30 ans inscrits à la FIS Master Cup. Les compétiteurs en catégorie C pour les femmes et A ou B pour les hommes selon leur âge ont tous le même objectif, slalomer entre les piquets et obtenir le moins de points FIS possible. Avec 4 manches sur le week-end, l'événement est en préparation depuis 6 mois au Snow World. De quoi se pencher sur plusieurs aspects. Sécurité de piste, profondeur de neige, qualité de neige, durcissement de la neige, également sur la partie purement technique, pente, dénivelé, et puis aussi également sur le départ de la piste, puisque pour des courses comme celle-ci, il faut préparer ce qu'on appelle un lançoir. Un lançoir qui permet aux athlètes de prendre de la vitesse. La Suisse Chiesa Manuela, vainqueur de la compétition dans sa catégorie, a dévalé la piste en 43 secondes 02 lors de la seconde manche samedi. Du côté des hommes, en catégorie A, c'est Denis Dumas qui engrange le moins de points FIS et se place donc premier sur le podium. Une victoire qu'il doit à l'entraînement qu'on a pu faire en amont. Voilà, c'est un sport qui se pratique sur la neige, mais du coup, avec différents matériels maintenant, on peut s'entraîner toute l'année. Et c'est ça qui est intéressant, donc on vient valider le début de saison. C'est une bonne lancée, après on va pouvoir aller retourner un peu sur la neige à l'extérieur. L'événement a été clôturé par la descente de Johan Jean Demange, qui a dans le viseur les Jeux paralympiques. S'exercer en indoor permet d'appréhender autrement la neige. La neige, elle est un petit peu différente, voilà, ça glisse pas forcément pareil. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pentes, ça permet de s'entraîner, de prendre des départs, de faire des recos, voilà, taper du piquet, quoi. Et pour que les athlètes de 14 pays différents puissent concourir, de nombreux bénévoles du ski club d'Amnéville se sont mobilisés. C'est un événement qui fédère plus d'une 50aine de bénévoles qui acceptent de braver le froid. On est à moins 7 degrés sur la piste et ça fait 3 jours qui œuvrent jour et nuit avec pratiquement 4 heures de sommeil pour que tous les athlètes puissent avoir les mêmes conditions de piste. Le tracé se fait entre minuit et 2 heures du matin et tout le monde est là à 7 heures du matin. Pour tenter d'obtenir le globe de cristal en fin de saison, les skieurs slalomeront sur les pistes suisses du 8 au 11 décembre prochain. Allez, on sort des pistes pour donner la parole à notre invité du jour. Patrick Abbath, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Talange et un ancien sénateur de la Moselle. Actuellement, vous êtes au Congrès des maires à Paris. Mais ça ne vous empêche pas de réagir ce soir sur notre plateau au sujet d'un amendement, l'arrêt du financement, le potentiel arrêt du financement par l'État de l'apprentissage dans la fonction publique. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, en quoi cet amendement est problématique ? Cet amendement est problématique parce que d'abord, il a été mis en place dans le cadre du projet de loi de finances qui est passé, vous le savez, en force avec le 49.3, il n'a pas pu être discuté. C'est d'ailleurs ce qui pose problème, parce que c'est quand même relativement peu de respect des collectivités locales, c'est peu d'intérêt pour les maires, que de passer comme cela en douce un amendement qui en fait que l'accord qui avait été trouvé
avec les employeurs territoriaux, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et l'État en octobre 2021, l'accord qui a été trouvé de financement, qui portait quand même sur la bagatelle de 80 millions d'euros, a été, par cet amendement, disons pas supprimé, mais il est mis sous condition sans même qu'il y ait eu une discussion, une négociation. C'est franchement très très peu élégant et c'est particulièrement problématique et dangereux pour les apprentis et ça c'est l'essentiel du problème. Et pour les collectivités, puisque vous en tant que maire vous réagissez, certainement peut-être d'autres maires aussi, pourquoi c'est problématique? Mais parce que l'accord qui avait été conclu en octobre 21 se passait dans le cadre d'une volonté de l'État de développer l'apprentissage, que nous accompagnons et qui est sur le principe un bon cheminement, qui est un bon objectif. Et pour ce faire, et pour inciter, pour faciliter, pour permettre aux communes, notamment, mais aussi aux départements, aux régions, de recruter des apprentis, un accord avait été trouvé qui consistait à, pour les collectivités territoriales, de prendre 0,1% de leur masse salariale et de financer de manière autonome la moitié du coût de la formation, et l'autre moitié du coût de la formation était supportée par l'État. En fait, même pas l'autre moitié, sur 80 millions d'euros. 40 millions d'euros étaient financés par de l'apport des collectivités qui prenaient sur leur propre budget déjà 0,1% de la masse salariale, 30 millions d'euros pour l'État et 10 millions d'euros par le Centre national de la fonction publique territoriale qui est lui-même financé par les collectivités. Et ça permettait de payer 100% de la formation des apprentis. Tout le monde était content et ça s'est appliqué à partir du 1er janvier 2022. Et dans donc le ça, cadre ça de la loi de finances 2022. On ne pourrait plus, ça voudrait dire que là, on ne pourrait plus financer une partie de ces apprentis. Absolument. Et donc, ça veut dire que les communes ce serait à elles d'abonder. Et dans les difficultés qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, ce serait forcément au détriment de cette dynamique qui concernait des dizaines de milliers de jeunes, de cette dynamique de l'apprentissage. Alors, en fait, ce qui s'est passé, et c'est là qu'on se sent un petit peu trahi par cet amendement et par le gouvernement. À l'époque, c'était Madame Borne elle-même qui avait signé ces accords. En tant que ministre du Travail. Et à l'époque, cet engagement avait été qualifié de pérenne. Et donc, le texte de la loi de finances disait simplement que les communes participaient à temps et puis l'État participait à temps, point barre. Et aujourd'hui, dans l'amendement, de manière très subtile, on a remplacé les communes bénéficient d'eux par les communes peuvent bénéficier d'eux. Donc il n'y a plus cet engagement de l'État et on sait comment les choses se passent. On est plutôt habitué à ce genre de petites manœuvres, malheureusement, qui au final, si on n'est pas vigilant, se termine par un désengagement de l'État et bien sûr une charge supplémentaire aux communes et par conséquent un service à la population et là à l'apprentissage qui sera diminué. Alors, vous l'avez sous-entendu, il y a eu donc une subtilité dans ce texte, dans cet amendement. Ce n'est pas encore acté. La prochaine étape, c'est la lecture au Sénat. En tant qu'ancien sénateur, est-ce que vous pouvez nous expliquer si ça peut peser dans la balance ? Alors, le texte est passé à l'Assemblée nationale avec le 49.3. Donc, il se retrouve au Sénat. Alors, je ne suis pas là en mesure de vous dire à quel niveau on en est de la discussion au Sénat, mais ce que je peux vous dire, c'est que le président du Centre national de la fonction publique territoriale est un élu, c'est un maire de Gironde, il est en même temps trésorier de l'Association des maires de France. Ce que je peux vous dire, c'est que bien évidemment, un grand nombre d'élus, et je le suppose, de sénateurs vont s'emparer de cette problématique, même si malheureusement, il y a de moins en moins de maires aujourd'hui au Parlement, pour des raisons de non-cumul,
qui consisterait à un autre débat, mais bon. Mais je pense que les groupes politiques vont être alertés. Moi, je fais mon travail, entre guillemets, d'élu, de responsable d'association d'élus. J'alerte mes collègues, j'alerte aussi les parlementaires. Et cet amendement peut être l'objet d'une modification au Sénat. Il peut être voté, modifié, charge au gouvernement ensuite de l'accepter ou pas. Alors en termes de chiffres, 68 apprentis ont été recrutés en 2022 au sein de la fonction publique dans la zone Est. D'ailleurs, un reportage en ce sens avait été diffusé sur notre chaîne. On parlait également des difficultés de recrutement. Alors peut-être que ce manque de financement pourrait venir alourdir cette problématique. Merci beaucoup Patrick Abbat d'avoir donné de votre temps pour en parler. À bientôt. Merci à vous. L'image de cette fin d'édition vous fait découvrir les musées de Sarreguemines qui fêtent leurs 100 ans. Et pour l'occasion, une surprise a été dévoilée. Le panneau intitulé « La rue, jumeaux du boulevard », déjà exposé au musée de la Faïence. Il vient compléter un pan de mur et il a été prêté par un collectionneur privé pour 5 ans. Ces deux œuvres ont été séparées en 1973, puis vendues aux enchères en 1987. Malgré une forte mobilisation des citoyens et de la mairie, à l'époque, la ville n'avait pu racheter qu'un seul des panneaux. Et aujourd'hui, les voilà réunis. Le musée propose également pour cette occasion une exposition plus large, avec une centaine d'œuvres sorties de la réserve pour marquer le coup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite votre rendez-vous éco avec Jean Milon, suivi à 19h de 100% jeunesse. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.